Monsieur le Président, merci. Je ne voulais pas commencer sans remercier surtout Monsieur le ministre Ahmed Lakmani Alami. Monsieur le ministre et le Haut-Commissariat m'ont invité et c'est pour moi un honneur. Monsieur le ministre, vous ne m'écoutez pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous m'entendez? Merci. Simplement pour qu'on D'accord. bien. D'accord. Merci. Voilà. Bon, alors, ma présentation s'intitule « Une intégration économique dans les Amériques ». Je vais faire un survol de cette intégration économique dans les Amériques et voir quelles leçons on peut tirer de ces expériences pour lancer une initiative tricontinentale atlantique. Alors, j'ai 4 points. Je voulais faire le tour dans un premier temps des principaux accords régionaux et bilatéraux. Dans un deuxième temps, voir un peu l'extension de ces accords du côté de la bordure de l'océan Pacifique et ensuite de l'océan Atlantique. Troisième point, les défis de l'intégration à la grandeur des Amériques. Et enfin, un quatrième point qui est un excursus en quelque sorte, un retour critique sur le mécanisme de régionalisation économique en particulier qui a été mis en place à l'intérieur du système de l'ONU. Et j'annonce tout de suite une conclusion où je vais sortir de mon terrain, je vais sortir de l'économie pour ouvrir sur peut-être des modes plus réalistes de mise en place d'une initiative aussi ambitieuse que l'initiative tricontinentale atlantique en faisant appel à des organisations sociales et pourquoi pas à des universités. Alors, le premier, les 2 niveaux régionaux et bilatéraux. Rapidement, parce que ces questions sont assez connues, il y a 5 grands accords d'intégration dans les Amériques, l'ALENA, le CARICOM, le SIAC, le mécanisme d'intégration d'Amérique centrale, la CAN, la Communauté andine des nations, le Mercosur. Mais de ces 5 accords, à part le CARICOM qui va d'ailleurs assez bien, merci, il y en a 2 qui fonctionnent à ce jour. Ce sont bien sûr le Mercosur et l'ALENA, qui sont d'ailleurs 2 modèles rivaux d'intégration dans les Amériques. Le Mercosur, en effet, comme on le sait, ne promeut pas seulement une intégration économique, mais aussi une intégration politique avec éventuellement un Parlement élu au suffrage universel, une intégration sociale, la participation des acteurs sociaux, les forums sociaux qui sont convoqués en même temps que les réunions annuelles du Mercosur, bien sûr l'implication forte des gens d'affaires, et le Mercosur a même une dimension culturelle avec la promotion du bilinguisme espagnol-portugais. En revanche, l'ALENA ne promeut qu'une intégration par le commerce, une approche radicale d'ailleurs, et même, je peux le dire, assez dogmatique. Les autres enjeux, les enjeux sociaux, environnementaux, etc., n'en font pas vraiment partie, même s'il y a 2 accords parallèles qui devraient traiter de ces questions. Et il est peut-être intéressant de souligner que depuis 2005, l'ALENA s'est en quelque sorte prolongé dans un nouveau projet qui s'appelle le Partenariat pour la sécurité et la prospérité, le PSP, qui instaure à la grandeur de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire entre Canada, États-Unis et Mexique, une véritable gouvernance publique-privée, dans la mesure où le PSP repose beaucoup sur la convocation parallèle d'une commission nord-américaine de la compétitivité, le CNAC, qui regroupe 10 représentants des plus grandes entreprises pour chacun des pays. Donc, vous avez annuellement une réunion des chefs d'État et de gouvernement, les 3, et en même temps, ou un peu avant, cette réunion du CNAC avec 30 représentants des grandes entreprises des Amériques. Il y a bien sûr là une question assez litigieuse, non pas parce que la dimension économique a une place de choix, mais surtout parce qu'on a choisi, on a retenu que les grandes entreprises. Et vous pouvez bien imaginer, autre petit problème, que dans les 10 plus grandes au Mexique et les 10 plus grandes au Canada, on a souvent des entreprises qui viennent des États-Unis. Par exemple, Ford Canada est membre de ce CNAC. Donc, une question assez litigieuse ici, qui renvoie là encore à cette opposition entre les 2 modèles. Au niveau bilatéral, il y a plusieurs accords. Je vois que le temps file. Il y en a un total de 15. Le pays qui a signé le plus grand nombre d'accords bilatéraux dans les Amériques, c'est bien sûr le Chili. Mais aussi, il y a une stratégie qui est utilisée à la fois par le Canada, le Mexique et les États-Unis, d'essayer de débaucher des partenaires d'accords régionaux. Donc, on négocie avec la Colombie, le Pérou, etc., même avec l'Uruguay, pour essayer de créer ce réseau de pays impliqués dans des accords de libre-échange contre l'éventualité, la possibilité de maintenir une intégration régionale.
Alors, toujours, deuxième point, depuis les Amériques, alors vers le Pacifique et vers l'Atlantique, on a le même nombre d'accords, on en a 14 dans chaque cas. Il est assez intéressant de souligner que du côté du Pacifique, l'opposition nord-sud ne semble plus opérante, alors qu'elle fonctionne encore du côté de l'Atlantique, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que les négociations qui se font, par exemple, le Chili est le pays qui a signé le plus grand nombre d'accords avec des partenaires dans le Pacifique. Mais on a par exemple un accord Chili-Singapour, Chili-Corée du Sud, Chili-Japon, et on a même un accord Chili-Chine. Donc les Chiliens ne sont pas des négociateurs nerveux. Donc le Chili d'un côté, Taïwan en a 4, Singapour 3, États-Unis 2, etc. Et ce qui peut mentionner du côté du Pacifique, parce que c'est peut-être un exemple intéressant pour l'initiative, c'est l'existence de l'APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, mais avec une subtilité, l'APEC réunit 21 économies, et non pas chefs d'État et de gouvernement, essentiellement pour protéger les susceptibilités Taïwan, République populaire de Chine. Du côté de l'Atlantique, 3 groupes, 5 accords de libre-échange qui ont été négociés respectivement par l'UE et par l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, les 2 cas avec le Chili et avec le Mexique, et en cours de négociation, un accord de libre-échange Canada-Union européenne. Deuxième groupe, 7 accords de libre-échange entre pays des Amériques et pays du Moyen-Orient, dont 4 qui ont été signés par les États-Unis et 4 avec Israël. Donc on a États-Unis-Oman, États-Unis-Jordanie, États-Unis-Bahreïn, États-Unis-Israël, et puis Canada-Israël, Mexique-Israël, Mercosur-Israël. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se poser la question ici, est-ce que c'est vraiment un effet économique ou si ce n'est pas un effet plutôt stratégique, voire même idéologique? Et le cas d'Israël est intéressant, la négociation Mercosur-Israël est très intéressante parce que c'est la première fois que le Mercosur signe un accord de libre-échange avec un partenaire hors Mercosur, mais surtout un accord de libre-échange d'une part, et cet accord a créé un problème à l'intérieur du Mercosur parce que le Venezuela a refusé de participer et le président Chavez brillait par son absence au moment de la mise en œuvre, la signature finale. Alors, de tout cela, bien sûr, des 14, un seul accord avec un pays d'Afrique, le plus connu, bien sûr, l'accord États-Unis-Maroc. À noter 2 accords de bloc à bloc en cours de négociation, du Mercosur cette fois avec la communauté andine des nations, mais je ne crois pas que ce soit très réaliste parce que dans la communauté andine des nations va très mal, et un autre UE-Mercosur qui est en voie de négociation. Troisième point, alors au niveau hémisphérique, parce que finalement c'est le niveau hémisphérique qui nous donnera peut-être la clé de la mise en place d'une éventuelle initiative transatlantique. Alors là, il a mentionné rapidement 2 grands défis à on appelle hémisphérique, bien sûr, la négociation à 34 ou à 35 si on inclut Cuba. Et donc la négociation à 35, si on veut, 2 grands défis. Un défi géographique, alors qui est intéressant de mentionner parce que ce défi va s'appliquer, vous allez voir tout de suite, du côté de l'autre face. C'est ce que l'historien français Pierre Chaunu a appelé le défi de la méridianité, c'est-à-dire le défi de maintenir une intégration non seulement économique mais sociale, culturelle, sur un espace aussi distendu, si on veut, que l'est l'espace des Amériques, depuis le pôle Nord jusqu'au pôle Sud, le temps s'en fout. Alors, ce défi de la méridianité m'apparaît un élément intéressant à souligner si on pense maintenant une intégration qui impliquerait l'Europe jusqu'à l'Afrique du Sud. Le second défi est un défi historique, celui-là. C'est le défi que l'on résume quand on oppose Bolivar et James Monroe. C'est le défi en 2 visions des Amériques. La vision, si on veut, républicaine et plus égalitariste qui est portée par Simon Bolivar, et la dimension plus, disons-le pour être polémique et rapide, impériale, qui est portée par James Monroe. Alors cette division-là, on la rencontre jusqu'à aujourd'hui. Et on l'a bien vu, les initiatives interaméricaines, celle du président Bush père, l'initiative pour les Amériques de 1990, ou celle du président Clinton de 1994, la communauté des démocraties à 1934, ce projet a été mis de côté en 2005 lors de la 4e réunion des présidents et chefs d'État à Mar del Plata en Argentine. Mais il faut voir ici une nouvelle inconnue, c'est que le président Obama a tenu un 5e sommet des Amériques qui vient d'avoir lieu au mois d'avril dernier à Trinité et Tobago, et où peut-être qu'il y a une possibilité que l'on relance un processus d'intégration à la grandeur des Amériques, donc du nord au sud. Alors, un petit excursus avant d'arriver à ma conclusion, le régionalisme et le système de l'ONU. Alors là, je voulais rapidement attirer votre attention sur un phénomène qu'on étudie très peu. On a beaucoup critiqué le système de l'ONU, et je crois avec raison,
l'inadaptation au Conseil de sécurité, etc., et tout ce qu'on voudra, le rôle de Bretton Woods, qu'on n'est pas capable de refonder. Est-ce qu'on pourrait refonder Bretton Woods sans refonder en même temps la place de la FAO, de l'OIT, etc. Ça me semble être un problème énorme. Mais on a beaucoup plus rarement évoqué la question de la régionalisation dans le système de l'ONU, celle qui a été pensée sous l'égide de l'ECOSOC dès les années 1945-48. Et qu'est-ce que ça nous donne, cette régionalisation? Ça nous donne au fond une commission économique régionale continentale qui, sur papier, correspond à la réalité, celle de l'Afrique, mais qui est finalement assez moribonde. Toutes les autres correspondent à des découpages qui sont assez curieux. Par exemple, dans les Amériques, on a la CEPALC, Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, mais qui ne regroupe que les pays qu'au sud des États-Unis et du Canada. La conséquence de cela, c'est que vous avez une CEE-ONU qui regroupe à l'heure actuelle, depuis le démantèlement de l'URSS, non seulement les pays d'Europe, mais le Kazakhstan et le Kirghizistan, Israël, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec Israël, et du coup, dans la CEE-ONU, on a Canada et États-Unis. Et puis, bien sûr, l'Asie, c'est la catégorie résiduelle. Je mentionne ces éléments parce qu'il y a un mécanisme de régionalisation qui avait été pensé et qui a été finalement un échec. Alors, c'est assez intéressant qu'une des raisons pour lesquelles on peut penser désormais une initiative tricontinentale atlantique, c'est d'essayer de refonder là où l'ONU n'a pas réussi, sur le plan régional, à fonctionner. Dernier élément, et je tenais à les évoquer, ceux-là, qui sont un peu en dehors de mon sujet. Je dois dire une chose aussi. Ce qui est intéressant à propos de la CEPALC, c'est que c'est la commission de l'ONU qui a été la plus sérieuse. C'est celle qui a produit les théoriciens, avec le grand Raoul Prebisch et Celso Furtado, qui vient de mourir il y a quelques années, qui a produit une théorie de la dépendance, qui a produit un mouvement économique qui s'appelle le mouvement cépaliste, qui a produit donc une stratégie de sortie de cette dépendance. Alors que dans les autres cas, certainement pas dans le cadre de la CEE-ONU, on a assisté à un tel travail intellectuel sur le rôle d'une commission économique régionale relevant de Dieu. Ma conclusion, je veux revenir sur le défi de l'interaméricanité. J'ai combien de temps, Monsieur le Président? Parce que j'ai accéléré le rythme de la parole, ce qui n'est pas idéal. Comme vous le savez parfaitement, chers collègues, une fois que quelqu'un a pris un peu plus que les 10 minutes, je les avais données avant. Maintenant, je n'arriverai pas à vous interrompre. Parlez. Merci. Alors, je veux revenir sur cet enjeu de l'interaméricanité, sortir un petit peu de mon domaine avec votre permission, et pour soulever le problème suivant. Quand on regarde ces accords de libre-échange, ces mécanismes qui sont portés par les gouvernements et pas souvent, et le plus souvent par les gens d'affaires, on se rend compte que ces mécanismes d'intégration reposent sur une hypothèse, l'hypothèse selon laquelle les partenaires connaissent déjà les intérêts de l'intégration. Or, dans le domaine social et dans le domaine culturel, cette hypothèse n'est pas légitime. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on pense l'interaméricanité depuis le haut, on fonctionne au volontarisme, alors que par le bas, cette interaméricanité, au fond, va assez bien, merci. Et pourquoi va-t-elle assez bien? Essentiellement parce que les acteurs sociaux, eux, collaborent là où il y a des défis, que ce soit le défi de la méridianité ou que ce soit le défi d'une opposition Bolivar-Monroe. Par exemple, dans les Amériques, on a un mouvement syndical qui est passablement bien organisé dans un espace interaméricain qui fonctionne du nord au sud, tout pays confondu, Cuba compris. On a un mouvement des femmes qui a mis sur pied une marche mondiale des femmes à l'horizon des années 2000, qui a fonctionné très bien dans les Amériques. On a un mouvement autochtone qui a profité de la décennie des Amériques pour s'organiser dans un espace nord-sud. Pourquoi je mentionne tout cela? C'est qu'il y a un autre phénomène qui est très intéressant dans les Amériques, c'est la convocation des forums sociaux. Et ces forums sociaux sont des lieux de débat, d'opposition, vous allez me dire, mais des lieux de débat très intéressants. Alors je lance cette idée, quitte à ce que quelqu'un l'ait eue avant moi et la sorte malheureusement demain, c'est pourquoi pas suggérer la convocation d'un forum social transatlantique. Et alors là, je déplore ici l'absence de quelqu'un que je connais quand même un peu, qui est Marco Aurelio Garcia, qui est conseiller du président Lula, et je crois que les Brésiliens ont, à ce niveau, une expérience magnifique. Et je crois que l'idée pourrait être reprise et cheminée par les Brésiliens. Ce que je suis en train de dire, c'est que si les Brésiliens le faisaient, le suggéraient, cela pourrait se faire. Et je crois, et je pourrais vous promettre, que s'il y avait un forum social transatlantique, on verrait surgir de là les idées les plus fascinantes pour porter un projet en deçà et au-delà de la volonté des décideurs politiques ou même des gens de l'économie. Autre suggestion plus proche de mon terrain, il existe dans les Amériques quelque chose qui s'appelle une organisation universitaire interaméricaine, elle compte 400 universités,
Et ça peut demeurer assez formel. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait avoir une organisation universitaire transatlantique, tricontinentale, encore que, pourquoi pas. Mais il y a une initiative qui a été mise sur pied, à laquelle je collabore depuis plusieurs années, à l'intérieur de cette mouvance, qui s'appelle le Collège des Amériques. Et on s'est rendu compte, avec cette participation, il y a une stratégie qui consiste à mettre en face à face chercheurs, penseurs, intellectuels, et on voit surgir là, spontanément en quelque sorte, une vision très polyanienne, on voit surgir spontanément des groupes d'affinités, des nouveaux champs de recherche, des nouvelles comparaisons, des nouveaux domaines dans lesquels on fait avancer un projet comme celui-là. Donc une façon de sortir de ce volontarisme politique et de cette pensée magique économique pour essayer d'arriver à quelque chose qui pourrait être très concret et réalisable dans un délai très serré. Merci.